Personnellement, j'adore ce qu'est devenu YouTube. Grâce à un algorithme bien plus poussé et entraîné au fil des années, je découvre tous les jours de nouveaux créateurs de contenu qui proposent un contenu qui les passionne et essayent de se donner un maximum pour faire plaisir à des viewers qui ont soif de contenu. Viewers, dont je le rappelle, je fais bien évidemment partie. D'ailleurs, petite parenthèse, mais un grand nombre de ces vidéastes ne cherchent pas forcément à faire des vues, mais plutôt juste partager leur passion ou encore leur connaissance. Ils prennent parfois des mois pour nous livrer une vidéo de 40 minutes, mais à chaque fois, c'est une vidéo qui cartonne de fou. Cependant, pour en arriver à ce niveau aujourd'hui, il a fallu que YouTube ainsi que ses créateurs se cassent les dents, mais pas que. D'ailleurs, quand on y pense, c'est quand même fou de voir comment certaines choses peuvent changer avec le temps. Par exemple, il y a quelques années, l'onglet des tendances pouvait nous propulser. C'est même devenu un objectif de parvenir à y placer ne serait-ce qu'une seule vidéo dans l'année. Et pourtant, aujourd'hui, il n'a plus aucun intérêt et je suis sûr qu'un grand nombre d'entre vous ne sait même plus où il se trouve. Alors, au cas où, il se trouve ici. Voilà, c'est... Et bref, tout ceci étant dit, revenons au sujet de cette vidéo. Au-delà des erreurs de certains youtubeurs qui ont rendu la plateforme incertaine, certains ont aussi, de leur côté, pris la parole pour dénoncer les problèmes sur cette plateforme, que ce soit les problèmes qui visent YouTube ou encore les problèmes qui visent les youtubeurs. Et dans cette série de vidéos, mon but va être de vous parler de ces vidéos que je juge et que vous, viewers, avez jugées scandaleuses. Certains ont fait scandale et d'autres ont permis à certains créateurs de contenu, dont des Français, de se remettre en question. Et oui, parce que parfois, le scandale a du bon. Et bref, mesdames et messieurs, ne perdons pas plus de temps. Laissez-moi vous présenter le sponsor du jour et nous pourrons commencer avec la première vidéo. Cette vidéo est sponsorisée par MyHeritage. MyHeritage est le premier service d'histoire familiale en Europe. Utilisé par plus de 90 millions d'utilisateurs, MyHeritage ne va pas seulement vous permettre de créer votre arbre généalogique, il vous permettra également d'avoir accès à des accessoires vous permettant de trouver l'histoire autour de votre famille. Il faut savoir que MyHeritage est très facile d'utilisation. Tu as juste à rentrer les informations, mettre les photos et en quelques minutes, tu te retrouves avec un arbre généalogique de ta famille. Mais au-delà de simplement créer son arbre généalogique soi-même, il est très facile de creuser sur ce site pour en savoir plus sur sa famille, parce que MyHeritage a plus de 32 milliards de documents historiques pour vous aider dans vos recherches. D'ailleurs, en faisant des recherches, l'outil Smart et Record Matches m'ont énormément aidé. Mais en soi, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est très simple. Tu as juste à mettre les informations des membres de ta famille et il va automatiquement chercher des informations sur le site qui ont pu déjà être données par d'autres personnes, mais également retrouver des documents officiels. Et en vrai, maintenant, ça fait pas mal de temps que je travaille avec MyHeritage et en fait, tous les jours, j'ai des nouvelles informations sur mes ancêtres, ce qui me permet forcément de détailler de plus en plus mon arbre. Par exemple, du côté de mon grand-père, j'ai pu remonter jusqu'à fin 1600 et avoir des informations sur ma 10e génération. Et c'est d'ailleurs comme ça que j'ai pu voir qu'une partie de ma famille habitait dans le nord de la France pendant plusieurs siècles. Et dites-vous qu'en soi, j'ai pas fait grand chose. On m'a juste suggéré automatiquement ces informations. Également, si vous avez des photos de vos ancêtres en noir et blanc, sachez que MyHeritage vous permet de coloriser vos photos de noir et blanc en couleur. Vous avez juste à mettre la photo, attendre 5 secondes que la photo se colorise, et vous avez la photo en couleur avec un avant et un après. Donc, si créer un arbre généalogique vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description ou à utiliser le flashcode. Quoi qu'il arrive, ça vous donnera le droit à 14 jours d'essai. Sachez que ça soutient de fou. Merci à toutes celles et ceux qui cliqueront dessus. Bref, mesdames et messieurs, je peux maintenant vous parler de la première vidéo. Bon, vous savez quoi maintenant? Parlons de la vidéo la plus dislike de toute l'histoire de YouTube. Et le pire, c'est que cette vidéo a été produite et partagée par YouTube sur sa propre chaîne. Et c'était pas genre un troll de la part des viewers de l'avoir dislike en masse, non, c'était totalement justifié. Et bref, parlons maintenant du YouTube Rewind 2018. Alors déjà, laissez-moi vous donner les bases. Si vous n'avez pas connu YouTube Rewind, en gros, c'était une vidéo que sortait YouTube chaque année, dans laquelle étaient compilées toutes les tendances de l'année écoulée, et dans laquelle tous les plus gros créateurs du monde étaient mis en avant. Pour faire simple, c'était l'événement de l'année. Et il suffit juste de voir le nombre de vues sur chacune des vidéos pour s'en rendre compte. Mais alors, que s'est-il passé en 2018 pour qu'en quelques jours seulement, le YouTube Rewind accumule plus de dislikes que le clip de Justin Bieber Baby? Eh bien, ça s'est fait en plusieurs étapes et je vais vous les lister comme elles me viennent. Bon, déjà, la vidéo s'ouvre sur Will Smith, juste... Pourquoi Alors oui, il avait déjà une chaîne YouTube à l'époque et oui, il était assez actif, mais bon, en soi, c'était du vlog. Il se contentait juste de partager sa vie, aucune création de sa part. En gros, il n'est pas youtubeur. Il se servait juste de sa chaîne comme d'un moyen d'héberger sa vie. Alors personnellement, j'ai rien contre ça, mais juste, il y a des centaines, voire des milliers de youtubeurs qui auraient plus mérité d'être à sa place. Concernant les tendances mises en avant, on a eu le jeu Fortnite, qui est la trame principale de la vidéo. Alors ok, en 2018, Fortnite était beaucoup présent sur YouTube, on va pas le nier, et cependant, les années précédentes, on avait déjà Minecraft, et ce n'était absolument pas le sujet du Rewind de 2017. Et en même temps, le Rewind de 2017, c'était Full Hand Spinner, Floor is Lava, Coucou McFly Carito, et Slime dans la gueule. Donc, Fortnite à gogo, les danses qui vont avec, les SMR, les mukbangs, mais aussi et surtout une pelletée de youtubeurs et youtubeuses inconnus au bataillon. Alors, exit les Logan Paul et PewDiePie, plus gros youtubeurs au monde à ce moment-là, pour ce Rewind de 2018. Parce que comme j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo dont les parties ont dû être supprimées par la suite, ils ont pas mal merdé en 2018. Pour Logan Paul, c'était avec son vlog sur la forêt DS, et concernant PewDiePie, c'était sa fameuse vidéo
to all Jews, ainsi que le N-word prononcé en plein live. Du coup, exit les plus gros youtubeurs cette année-là, mais exit aussi les conséquences de leur action dans ce rewind, à savoir une année catastrophique pour les créateurs de contenu, du fait des apocalypses qui ont découlé de cette guerre entre les créateurs, YouTube et les annonceurs. Donc principalement, c'est à cause de ça que cette vidéo a battu le record de pouces rouges sur la plateforme, et qu'un grand nombre de gros youtubeurs et de grosses youtubeuses n'ont pas souhaité apparaître dans ce rewind, laissant place à des vidéastes quasi inconnus du grand public. Dites-vous qu'ils ont même réussi à mettre en avant dans un rôle clé de la vidéo le streamer Twitch Ninja, alors qu'il n'était sur la plateforme uniquement pour upload des parties de ses live Twitch. Alors faut aussi comprendre que c'est durant cette période qu'il y a eu une cassure générationnelle sur YouTube, entre l'ancienne et la nouvelle génération. Et pour YouTube, il n'y a aucun doute, il fallait forcément mettre la nouvelle génération de YouTube au devant de la scène pour attirer les gens en laissant de côté les créateurs qui ont fait vivre cette plateforme durant ces premières années. Du côté de la presse, Julia Alexander de The Verge nous dit ceci: il y a un fossé entre la façon dont la plateforme veut être vue et la culture réelle à laquelle les créateurs participent. Le message de YouTube aux spécialistes du marketing était clair, ce sont les personnes que vous souhaitez regarder et dont les vidéos doivent être diffusées par des publicités. Le fait d'ignorer les moments qui intéressent la communauté YouTube et auxquels elle prête attention, comme un match de boxe qui a attiré près d'1 million de spectateurs en direct, occulte une grande partie du changement culturel de la plateforme. Cela semble hypocrite, comme si YouTube cachait son côté le plus laid sous un tapis, tout en faisant visiter les lieux aux invités. En bref, même si vous faites partie de l'élite de YouTube, si vous ne plaisiez pas aux annonceurs, alors vous n'étiez pas dans ce rewind. En 2018, plutôt que de mettre en avant les faits marquants de l'année écoulée, eh bien YouTube a préféré tenter de plaire aux annonceurs en leur offrant ce qu'ils aiment, du beau, du lisse ou encore de l'ennui, comme dirait le JDG. D'ailleurs, pour se venger, PewDiePie a décidé après ce YouTube Rewind de faire le sien avec les moments réellement marquants de 2018, vidéo qui comptabilise aujourd'hui 88 millions de vues et 3 fois plus de likes que le YouTube Rewind officiel. Ah, et dernière info concernant ce Rewind 2018, la PDG de YouTube, Suzanne Wojcicki, s'était exprimée après la sortie de la vidéo et ce qu'elle a dit est quand même assez drôle. But we also unexpectedly broke a record with Rewind, creating the most disliked video on the internet. Even at home, my kids told me it was cringy. We hear you that it didn't accurately show the year's key moments, nor did it reflect the YouTube you know. We'll do better to tell YouTube's story in 2019. Alors, sans trop entrer dans les détails, YouTube a effectivement tenté en 2019 de revoir sa copie du côté de son Rewind de l'année, et là, il n'y a aucune mise en scène, juste un récap de ce qui a fonctionné sur la plateforme cette année-là. En gros, pour résumer, c'est juste un PowerPoint de statistiques. Voilà. Et en 2020, la crise du C19 a mis fin à cette belle et longue série des Rewinds en annonçant ne pas avoir produit de vidéo pour clôturer l'année. Ce YouTube Rewind 2019 a marqué la fin de cette série de 9 vidéos, même si PewDiePie a décidé d'en faire un de son côté une nouvelle fois en 2019, et MrBeast a pris la liberté d'en produire un pour 2020. Nous sommes en 2019, 6 mois avant le premier confinement. Squeezie vient de dépasser Cyprien, devenant officiellement le premier youtubeur de France. McFly et Carlito sont à leur prime, la Redbox bat son plein. En tant que viewer, on a du contenu à foison de la part des plus gros youtubeurs français. Et c'est à ce moment-là que Fred du joueur du grenier décide de lâcher une bombe sur Twitter. Je me sens incroyablement déconnecté de YouTube depuis un certain temps. Je comprends plus pourquoi les gens ont l'air de surkiffer certains types de vidéos qui, moi, me laissent totalement froid malgré une débauche de moyens humains et matériels, ça craint. Je parle pas d'une vidéo en particulier, c'est plutôt un sentiment général vis-à-vis de presque tous les formats qui marchent en fait sur la plateforme. C'est pour ça je juge pas les vidéos en question, je me dis que c'est moi le problème, mais bon, ça doit être ça vieillir. Et c'est quelques jours plus tard, soit le 6 novembre 2019, que le joueur du grenier va s'exprimer dans une vidéo qu'il postera sur sa chaîne Bazar du Grenier, une vidéo sobrement intitulée YouTube m'ennuie. Et avant de vous présenter la vidéo, je vais quand même me permettre de vous recontextualiser la sortie de cette vidéo. On a d'un côté la Redbox qui bat son plein, et de l'autre McFly et Carlito, Maison Grise ou encore la Team Crouton qui cartonne sur YouTube en nous proposant une abondance de fit and fun. En gros, on se marre, on en fait trop, le tout entre potes. Mais alors, que nous dit Fred dans sa vidéo de 14 minutes 30? Alors déjà, il pose les bases. Il va pas juger les youtubeurs, ni les personnes, mais plutôt leur contenu. Parce que c'est beaucoup de choses s'embrouillent dans ma tête, d'autant plus c'est un sujet qui me travaille depuis quasiment 2 ans. YouTube, ça m'emmerde. YouTube, ça me fait chier, ça m'intéresse plus. Mais le point le plus important de sa vidéo, ça va être au moment où il va parler du fit and fun. Quand je dis que je me sens incroyablement déconnecté de YouTube depuis un certain temps, c'est effectivement que j'ai du mal à comprendre ce qui marche. J'ai du mal à comprendre pourquoi ça marche. Enfin, j'ai du mal à comprendre ce qui marche, je le comprends, mais je comprends pas pourquoi. C'est pour ça que je me refuse à dire « t'es nul !» Je préfère me dire que c'est moi le problème, en fait. Je préfère me dire que c'est peut-être moi qui ai vieilli. Là, moi, c'est vraiment un sentiment général que j'ai vis-à-vis de... Alors attention, des chaînes divertissement. Aujourd'hui, on va parler des chaînes divertissement de YouTube. Et c'est à ce moment-là que le JDG va cibler 2 groupes, McFly et Carlito et la Redbox. Pour moi, tout a commencé à changer avec l'hégémonie des vidéos de type Redbox et l'ascension de McFly et Carlito et du fameux double F que ces 2 groupes ont emmené. Et en soi, ça paraît logique parce qu'à cette époque, c'était le duo et le groupe qui étaient très présents sur YouTube. D'un côté, on avait McFly et Carlito qui faisaient des feats avec des stars très connues, et de l'autre, on avait un groupe de youtubeurs qui passaient leur temps
maintenant à ne faire que des vidéos entre eux sur leurs chaînes respectives. Le WF, c'est des feats et du fun. Des feats, faire des vidéos avec d'autres gens connus, d'autres youtubeurs, du fun, juste passer la vidéo à rigoler. Alors ça c'était vrai et ça l'était encore plus avec la Redbox. J'en avais d'ailleurs parlé dans une vidéo dédiée à Mixem il y a quelques années, dans laquelle j'expliquais que pour moi le problème résidait non pas à la multiplication des vidéos fit and fun, mais plus dans le fait que toutes les chaînes qui en faisaient régulièrement perdaient en identité. Et au-delà de l'ambition, on a pu voir naître un autre problème qui est pour moi majeur, la perte d'identité de leur chaîne YouTube. En étant constamment sur les chaînes des autres et en invitant tout le temps les autres sur sa propre chaîne, et bien à la fin nous arrivions à 5 chaînes YouTube ayant presque le même contenu, avec chaque semaine les mêmes youtubeurs. Et bien pour d'autres, cette perte d'identité peut apporter aussi une certaine lassitude. Mais surtout, il va expliquer, au-delà du fait de la surabondance de fit and fun, que les youtubeurs sont obligés de suivre des codes au niveau du montage pour ne pas perdre le viewer. Et puis un montage très dynamique. Dynamique, faut que ça bouge, faut que ça cut, tout le temps. La caméra, faut qu'elle bouge parce que si elle bouge pas, on risque de vous ennuyer, donc il faut que ça bouge. Il y a également un passage qui va faire beaucoup parler, c'est quand le joueur du grenier dit que YouTube, c'est la télé. Vous regardez la télé. Et en vrai, j'étais plutôt d'accord à l'époque et encore plus aujourd'hui, même si j'y reviendrai un petit peu plus tard parce que cette partie mérite quand même qu'on y accorde un peu de nuance. Et c'est pareil, quand je vois dire oui, mais sur YouTube, on a de la liberté de parole, monsieur, nous disons ce que nous voulons. T'es pas plus libre de dire ce que tu veux sur YouTube que à la télé. Pourquoi ? Parce qu'il y a la monétisation. Là, pour le coup, je ne peux qu'être d'accord avec lui, et malheureusement, dès qu'une plateforme est dépendante de la publicité, ce sont eux qui en partie dictent les règles. Et je vous avoue que quand j'ai eu une démonétisation sur l'une de mes vidéos pour juste le mot merde que j'ai balancé dans la vidéo, j'ai jamais été autant d'accord que Fred. Voilà. Et vous savez quoi ? Maintenant, on va arriver au point que personnellement je trouve très intéressant, la concurrence. Maintenant, il y a beaucoup trop de chaînes. Donc oui, les youtubeurs sont en concurrence les uns avec les autres. Et c'est pour ça que tout le monde va aller chercher le truc qui marche. On va essayer d'être le plus dynamique possible, quitte à faire un montage complètement épileptique et absolument insupportable. Et on va agiter les clés le plus fort possible pour avoir l'air le plus fun et le plus lol possible. Ça va être la course à qui rigole le plus fort. Moi, je sais pas, ça me fatigue. Et en effet, à l'époque, il y avait cette course à l'audience comme à la télévision pour les plus grosses chaînes. Par contre, j'aimerais tout de même rassurer ceux qui ont ou veulent créer leur chaîne YouTube. Pour moi, il y a de quoi être optimiste aujourd'hui. En fait, il y a de la concurrence sur le court terme. Par exemple, si je sors une vidéo en même temps que Squeezie, il y a beaucoup plus de chances que vous alliez regarder la vidéo de Squeezie. Mais perso, pour moi, cette concurrence sur YouTube est positive quand tu la vois d'un autre œil. Si Squeezie sort une vidéo, davantage de gens vont aller sur YouTube pour aller voir la vidéo grâce aux notifications, par exemple, alors qu'à la base, ils n'avaient pas dans l'idée d'y aller. Ce qui veut dire que ceux qui sont également abonnés à ma chaîne dans le tas iront peut-être dans l'onglet abonnement et verront que j'ai sorti une vidéo. Ou encore mieux, ils pourraient me voir dans la recommandation de vidéo. Ce qui veut dire que si Squeezie n'avait pas sorti de vidéo, j'aurais peut-être fait moins de vues. En fait, la concurrence sur YouTube n'existe pas vraiment. Du moins, personnellement, je trouve qu'elle n'est pas si négative que ça. Et vous savez quoi maintenant ? On va arriver à la conclusion. Mais voilà, moi ce que je reproche effectivement au nouveau YouTube actuel qui cartonne, que vous voyez dans les tendances, et que tout le monde essaye de copier pour soi-même atteindre les tendances, c'est que tout est trop parfait, tout est trop pensé, tout est trop réfléchi, tout est trop calculé pour attirer les gens et pour faire des vues. Et forcément, comme il y a une recette idéale qui marche, on se retrouve à avoir 50 chaînes qui font le même format parce qu'il se trouve que c'est le format qui attire des vues. Alors, move que j'ai trouvé à la fois très osé, pertinent et intéressant, c'est le fait que McFly et Carito ont pris le temps de répondre eux aussi. Alors, pas dans une vidéo dédiée, mais plutôt dans un live très très matinal, directement sur leur chaîne principale. Et le récap du live s'appelle Drama Polémique Clash. Rien du tout, juste un avis sincère sur YouTube. Et comme je vous le disais, très intéressant, et ce pour plusieurs raisons. Alors, la première pour moi, c'est qu'ils semblent prendre le sujet un peu à la légère. Un peu à la légère dans le sens où ils ont du mal à se poser sur le sujet, où dès qu'une vanne est possible, elle est faite au détriment des propos. On va pas juger un goût, c'est comme si tu disais j'adore le steak charolais et quelqu'un te disait non, ça n'a aucun sens. Par contre, non. Ouais. J'essaie de m'appliquer, tu me dis que c'est incroyable. La seconde raison, c'est le fait qu'il évoque comme argument quasi uniquement le fait qu'effectivement le joueur du grenier est vieux. S'il n'aime pas YouTube, c'est parce qu'il est vieux et qu'il ne veut pas que YouTube change. En gros, ils le prennent un peu comme un réac. C'est comme nos darons avec le rap. Au début, c'était genre. Mais c'est toujours comme ça. De tout temps, la génération des vieux, on va caricaturer parce que ça veut un peu rien dire, mais des vieux, quand ils voient les jeunes arriver, ils font ah, c'est quoi cette merde, c'est quoi c'est toujours comme ça depuis des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années. Sauf qu'en fait, c'est pas ce que dit le JDG. Lui, il critique le fit and fun avec la surabondance d'invités, de LOL et de cut, et pas les nouveaux arrivants comme Michou ou encore Inoxtag. Il va surtout critiquer le fait de booster un maximum la forme du contenu pour faire tenir le viewer, ce qui sous-entend le fait que bien souvent, c'est pour combler le manque de fond. Et enfin, les retours sur leur live, à la fois au niveau des pouces rouges et au niveau des commentaires,
c'est pas trop ça quoi. En fait, ce qu'on leur reproche, c'est le fait qu'ils ont l'air d'avoir pris la vidéo du JDG comme une attaque personnelle et que forcément, ils sont positifs de leur côté parce qu'ils font ce qui marche et qu'ils ne sont pas directement touchés. Du coup, ils ont ajouté un long disclaimer dans l'espace de commentaires pour apporter quelques précisions sur leur point de vue. En gros, ils expliquent qu'ils aiment ce qu'ils trouvent sur YouTube en évitant les tendances imposées par la plateforme. Ils proposent un débat à Frédéric et disent une phrase très juste: de façon générale, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Pour finir, tant que sur notre plateforme on pourra dire ce qu'on veut, mettre les fringues qu'on veut, prononcer des injures et rire à des paix, alors YouTube ne sera jamais vraiment comme la télé. Bon, après là, le seul problème c'est que ils ont sorti 2 vidéos récemment qui montrent le contraire, notamment une qui s'intitule Pète-t-on trop dans nos vidéos, parce qu'il y a certaines personnes de leur communauté qui commencent à en avoir marre de les voir tout le temps péter. Rupture ou pas? Non, on fait un break. À moins d'une exception, on le fait plus et on pète max 3 fois dans une vidéo, sauf si c'est le sujet de la vidéo, mais c'est une vidéo spéciale. Pas de contenant, pas de sang mon cul, 3 par vidéo. Max. Merci infiniment. Ou encore la vidéo, les dégustations d'alcool, c'est fini parce qu'ils se sont fait attaquer par la loi E20, ce qui fait que non, en fait, ils peuvent pas faire ce qu'ils veulent parce qu'il y a des lois. Mais on s'est pris une petite pression, cette pression s'appelle la loi française. Alors, faut quand même savoir que cette vidéo du joueur du grenier est vraiment très importante parce qu'elle arrive au moment où les viewers ainsi que les créateurs ont développé cette peur. YouTube devient la télé. Elle devient la télévision parce qu'on se doit de devenir lisse pour plaire aux annonceurs. Elle devient la télévision parce qu'on se doit d'être constamment dynamique pour ne pas perdre le viewer. On se doit d'entrer dans des codes pour plaire à une audience plutôt que de faire un contenu qui nous plaît avant tout. Et en fait, le constat de YouTube aujourd'hui, c'est devenu la télé quoi. Aujourd'hui on a constamment des feats, on a constamment des concepts de vidéos qui se rapprochent de la télévision, on invite des personnes qui à la base allaient à la télévision pour faire leur promo, et même aujourd'hui le joueur du grenier sur ses streams fait régulièrement des feats ou encore a un plateau de télé avec de la réalisation pour débattre. Et ce qu'on peut dire, c'est que ça marche. Mais si la vidéo du joueur du grenier a autant résonné du côté de YouTube France, alors pourquoi le contenu le plus populaire reste un contenu type télé? Maintenant je vais me permettre de vous donner mon avis par rapport à mon ressenti. Pour moi, on n'a pas quitté la télévision parce qu'on ne la supportait plus. On n'a pas quitté la télévision parce que les jeux télévisés devenaient de plus en plus insupportables. On n'a juste pas quitté la télévision. On l'a petit à petit remplacé. En fait, les youtubeurs sont des animateurs, mais en ressentant cette proximité plus forte qu'avec les animateurs de la télévision, on se sent plus à l'aise. Un youtubeur est comme nous. Il a commencé à faire des vidéos dans sa chambre, il n'a pas cherché à directement se faire des contacts dans le milieu pour percer. Et le plus ironique dans tout ça, c'est le fait que le contenu le plus regardé aujourd'hui sur YouTube, c'est Qui est l'imposteur, où le nombre de vues va entièrement se jouer sur la popularité des personnes invitées. La vidéo la plus regardée en France en 2024, c'était Kaizen de Inoxtag, qui est un documentaire de plus de 2 heures qui a été diffusé au cinéma et qui est censé être bientôt diffusé à la télévision. Mais il y a quand même quelque chose qu'il faut prendre en compte et qui est très important de souligner, et je vous avoue que j'en suis très heureux, c'est le fait que le top 10 des créateurs ne fait pas du MrBeast. Les contenus sont de plus en plus longs, le rythme se fait naturellement, il n'y a pas besoin de mettre des explosions partout et ils ne font pas cliquer parce qu'ils offrent 500 000 $. Ils font cliquer parce que le contenu de base intéresse et divertit. Et en fait, pour moi, la peur du joueur du grenier et des viewers à cette époque venait tout simplement de la chaîne de McFly Carito et MrBeast. McFly Carito faisait du toujours plus et tout comme avec MrBeast, le toujours plus pousse les créateurs à aller constamment plus loin et pour le coup, c'est pas très sain. C'est pas très sain parce qu'en proposant constamment toujours plus, ça rend le contenu YouTube de plus en plus fade. Aujourd'hui, par exemple, si vous regardez les 10 dernières vidéos de MrBeast, vous verrez qu'il n'y a pas d'émotion, qu'il n'y a pas de sincérité. Tout est absolument calculé par les monteurs et les réalisateurs pour faire ressentir des émotions, sans parler des vidéos truquées dedans. Et en fait, MrBeast n'est juste que l'animateur qui présente le contenu, mais il ne fait pas ressentir d'émotion. Et ça fait aussi peur aux autres créateurs qui ont face à eux, un youtubeur qui met tellement d'argent que tu ne pourras jamais l'égaler. Et donc tu te retrouves, avec une concurrence qui est hors de ta portée, ce qui te donne l'impression qu'à côté, t'es un petit peu une merde quoi. Et c'est pourquoi pour moi, la vidéo du joueur du grenier a été importante parce qu'elle a poussé les créateurs à se poser la question de leur légitimité dans le divertissement et à se remettre en question. Et on le voit aujourd'hui, le contenu n'est plus survitaminé, il est très bien réalisé, mais le rythme n'est pas forcé. Il est là grâce à la qualité des créateurs et des invités qui sont dans la vidéo. We got you, Alors ça, j'y reviendrai un tout petit peu après. Vous le savez si vous êtes abonné à cette chaîne que par moment je suis un petit peu nostalgique des débuts de YouTube. Alors j'aime énormément YouTube aujourd'hui, c'est d'ailleurs la seule plateforme que je regarde, je trouve plein de petits créateurs talentueux chaque jour grâce à la recommandation. Mais ça n'empêche que par moment, je repense à l'époque des années 2010 et je me dis, les débuts c'était quand même très cool. Il n'y avait pas encore ce rapport omniprésent à l'argent, YouTube c'était juste un hébergeur de vidéos et les créateurs partageaient leur contenu sans se poser de questions. Ils déconnaient entre amis, s'enregistraient et balançaient ça pour faire rire les gens. Bref, je pense que tous ceux qui ont vécu les prémices de YouTube doivent vivre la même nostalgie et en soi c'est totalement normal. Mais du coup, qui dit prémices dit forcément créateurs qui ont testé les limites de la plateforme, mais également les limites des viewers. Et il y a un sujet qui, au début de YouTube jusqu'à 2015
dernières environ a suscité beaucoup de réactions souvent négatives, les partenariats, les collaborations ou encore les placements de produits. À l'époque, il était rare de trouver des placements de produits parce qu'à chaque tentative, le youtubeur se prenait une violente vague de personnes qui lui balançaient un truc du genre terrain vendu ou encore ah bah bravo, tout pour la thune. Quand je pense d'ailleurs que quelques années après, on a quand même eu un concept qui s'appelait la bataille des OP sur la chaîne de McFly Carlito et que le but c'était d'avoir le plus d'OP possible dans un temps imparti. Voilà, d'ailleurs, vidéo qui a fait à peine 1% de dislike. Mais bref, à l'époque c'était très mal vu et ceux qui ont essayé ont dû plus ou moins rendre des comptes. Je pense notamment aux Questions Con qui avaient fait un placement de produit pour le jeu Star Wars en plein milieu de leur vidéo, Sifano qui avait fait une vidéo sponsorisée, ce qui l'a poussé à répondre dans une vidéo devenue culte. Désolé, on savait pas, j'en ai rien à foutre. Voilà, je suis désolé, ça sort au bout d'un moment. Ou pour terminer, celui qui nous intéresse aujourd'hui, Wartech. Alors, si vous connaissez pas Wartech, laissez-moi vous le présenter rapidement. On est sur YouTube dans l'époque Call of Duty. Diablo X9, Gotaga, Monsieur le V12 et Wartech pour ne citer que. Il faut savoir que chacun de ces youtubeurs avait leur spécificité. Diablo X9 c'était un bon joueur, mais c'était surtout le côté divertissement qui plaisait. Gotaga était le joueur compétitif, il était à cette époque dans la team Vitality, équipe qu'il a cofondée et était réputé pour être un très bon joueur. D'ailleurs, il se faisait appeler le French Monster dans le milieu, hein, voilà, on peut dire que c'est un surnom quand même assez badass. Monsieur le V12 qui était un joueur performance, son but était de faire le plus de kills possible avec sa team composée de monstres aussi bons que lui. Et pour terminer, Wartech qui était un feeder. Et là normalement vous me demandez, Gibbsy, c'est quoi un feeder ? Alors ne vous inquiétez pas, je vais vous répondre. Sur Call of Duty, il y a une énorme communauté de snipers qui s'est créée. Et deux catégories de joueurs snipers se sont distinguées. La première qui est la catégorie des trickshotters. Et comme une image en dit plus que de longs discours, laissez-moi vous montrer un extrait de trickshotter. Sauf que Wartech, il n'était pas réputé pour être un trickshotter, lui faisait partie de la seconde catégorie de snipers qui étaient les feeders. Et le but des feeders, eh bien c'était d'enchaîner les kills au sniper dans la feed qui est cette partie de l'écran qui montre en temps réel la personne morte et celle qui l'a tuée. Et forcément, plus l'enchaînement est gros et plus le clip est beau. Et Wartech c'était un très bon feeder. Il était tellement bon qu'il a rejoint le clan FaZe en 2012, qui était le clan le plus populaire sur Call of Duty à cette époque, et chacune de leurs vidéos était un événement, notamment les hitcam qui étaient des compilations de trickshots au sniper. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que Wartech c'était quelqu'un de très respecté et influent dans ce milieu. Mais maintenant on arrive au plus intéressant, est-ce que vous connaissez Endemol ? Endemol, c'est à la base une boîte de production néerlandaise qui en 98 décide de s'implanter en France en rachetant 50% du capital de la société de production ASP, société qui appartenait en partie à l'animateur Arthur. Et après ce rachat, Endemol va commencer à produire quelques petites émissions, comme par exemple le Big Deal, la Star Academy ou encore Lost Story. Voilà, c'est rien que ça. Et en gros, 90% des émissions que vous avez adorées dans les années 2000 et encore aujourd'hui ont été produites par Endemol. Mais pourquoi je vous parle d'Endemol ? Eh bien parce qu'un jour, Endemol a décidé de se lancer sur YouTube en créant la chaîne It's Big. Alors comme il a annoncé sur cette chaîne, il va y avoir des interviews, de l'actualité, des compilations de vidéos drôles, en bref, ce que fait une chaîne de télé mais sur YouTube. Et dedans, il y a une émission qui va voir le jour le 29 avril 2013 et qui s'intitule Le Challenge de Wartech. Salut à tous les gamers, c'est Wartech, on se retrouve ici dans un lieu exceptionnel avec un projet qui l'est tout autant. Ouais bon, par contre, lieu exceptionnel, on dirait juste un hangar désaffecté, mais bon, après, chacun son avis. Et le concept de cette émission, c'est tout simplement d'inviter des personnalités publiques et de faire un 1 versus 1 sur Call of Duty au sniper. Comme invité, on pourrait y trouver Guillaume Play, l'humoriste Kyron, l'imitateur Willax, le youtubeur Cortex, et pour terminer, les Dorsel Girls, qui ont l'air d'être des actrices. Voilà. Et c'est pas moins de 5 épisodes qui seront réalisés pour la saison 1 avec une saison 2 qui, ne verra jamais le jour. Mais alors pourquoi ? Parce que, mine de rien, les épisodes ont cumulé des millions de vues, cette série faisait 10 voire 20 fois plus de vues que les autres séries sur la chaîne. Eh bien la raison est simple. C'est tout simplement parce que Wartech s'est mangé pas mal de critiques dans la tronche. Que ce soit de la part de ceux qui disent qu'il ne fait ça que pour l'argent, ceux qui disent que Wartech se bat contre plus faible que lui pour se sentir fort, ou encore ceux qui critiquent le fait qu'il ne semble pas être à l'aise dans cette émission qu'il anime lui-même. Ce que d'ailleurs je peux comprendre puisque à la base Wartech faisait ses vidéos dans son coin chez lui, et là il se retrouve avec des personnes qu'il ne connaît pas dans un hangar désaffecté et doit faire la conversation tout en jouant à Call of Duty, voilà. Disons qu'on peut par moment ressentir un petit malaise quoi. Donc pour It's Big, la chaîne, hop, c'est comme ça, j'espère qu'il saura faire des pompes hein. Il est où Wartech, il est où Viens ici là, tout de suite, viens. Voilà, Wartech, ouais. dis à mes abonnés ce que t'as dit. Ouais, que tu vas gagner. Voilà, je vais gagner. Ouais. Donc t'es en train de me faire gagner parce que à la sortie, je te casse la gueule. D'accord. Okay. Mais vous en doutez, on est en 2013 et comme il a essuyé pas mal de critiques, eh bien Wartech va décider de répondre à ces critiques dans une vidéo sortie 2 mois après la fin de la série. Dans cette vidéo, il va tout d'abord nous expliquer que les 1v1, il en a toujours fait sur sa chaîne, le plus culte restant celui avec Gotaga. C'est un VS1 en fait.
Pourquoi je les ai faits les investissements que j'ai fait avec Gotaga, vous avez adoré. On a pris énormément de fun à faire ces vidéos. Et donc, Endemol a proposé à Wartech de faire le même type de série, mais avec des célébrités qui jouent à Call of Duty. Il a accepté, mais la petite particularité, c'est le fait qu'il ne savait pas qui étaient ces célébrités. Donc c'est une chaîne qui s'appelle Endemol. Endemol travaille pour TF1. Et en fait, il me proposait voilà, de faire des investissements avec des personnes, avec des célébrités qui jouent à Call of Duty, qui aiment bien le jeu et que ça pourrait être intéressant de faire des 1vs1. J'ai fait d'accord, pas de souci. Donc j'ai fait ces 1vs1 et on m'a prévenu genre 2 jours avant, tout était en place, on pouvait plus changer. Les personnes qui allaient être, moi je pensais, des joueurs comme Adil Rami de l'équipe de France qui joue, il y a David Hallyday, quand on m'a dit que c'était des Dorsal Girls, que c'était Cortex, etc. J'ai fait ouais bon ça va être un peu chiant, on va peut-être pas poster toutes les vidéos, en tout cas moi je les mettrai pas sur ma chaîne, si pour votre projet vous voulez le faire, faites-le, ils l'ont fait. Il va également expliquer le fait que pour ces 5 épisodes, il est resté au hangar de 6h du matin à 21h du soir pour être seulement payé 300 €. Voilà, au cas où la série a réalisé 5 400 000 vues. 300 €. Ce que Wartech nous explique, c'est le fait qu'il a voulu innover en prenant ce genre d'opportunité, ça lui permettrait de sortir de sa zone de confort. Non c'est bien, t'as aimé ? Ouais, c'était cool. Mais bien malheureusement, cette fois, ça n'a pas marché. Et je parle de cette fois-ci parce que la série de 1v1 n'est pas la première série de vidéos créée par des médias ou la télé sur YouTube. Et là, préparez-vous parce que je vais vous faire ressortir des souvenirs enfouis bien profondément dans votre esprit. Par exemple, il y avait la série de vidéos qui s'appelait Clash Food. Le premier épisode était sorti le 20 mars 2013 par la chaîne de Let's Cook. Et disons que le concept était un peu spécial. Tu vas devoir cuisiner une pizza trash. Mais ris pas si longtemps, car on va t'infliger un handicap, cher Squeezie. Eh bien, tu vas cuisiner avec ton visage. T'inquiète, dans ce morceau-là, il n'y en a pas beaucoup normalement. Il y a eu également la série Plouf, le premier épisode était sorti d'ailleurs le 14 février 2013 par la chaîne The Very Watch, et en gros c'était une parodie de l'émission Splash qui était animée sur TF1 par Estelle Denis. Mais The Very Watch va également faire une autre série qui est aussi très culte, la série Les Anges du FPS, parodie des Anges de la Télé-réalité, avec un premier épisode sorti le 29 mai 2013. Alors je l'ai pas trop précisé, mais dites-vous que toutes ces séries de vidéos, elles ont explosé en nombre de vues. D'ailleurs durant mes recherches, j'ai pu voir également qu'ils avaient créé Patine avec les stars, voilà, c'était une parodie de Danse avec les stars avec Cortex dedans. Et oui, parce que je vous l'ai pas vraiment dit, mais vous avez dû le remarquer, mis à part les Anges du FPS, Cortex, il a fait toutes les émissions. Voilà, c'était la personne du moment quoi. Et quand vous regardez bien, mine de rien, pour l'époque, ça cartonnait beaucoup en termes de vues. Alors certes, ça a très très mal vieilli, mais l'association entre les youtubeurs et la télé n'était pas incompatible. Bon, malheureusement ou heureusement pour nous, suite à ces émissions, il n'y a pas eu d'association comme celle-ci. En tout cas, j'ai pas le souvenir. Même si je le dis, mais je trouvais quand même personnellement la collaboration intéressante. Que diriez-vous maintenant de passer un excellent moment? Un excellent moment plein de cabrioles, de rire, de smartphones tapés avec frénésie, ou encore de rire venu de nulle part. Bref, parlons maintenant de l'une des vidéos du YouTube français les plus vues mais aussi les plus dislikes de 2022, Stand-up de vers l'infini et l'au-delà. Alors, pour vous remettre un peu de contexte, c'était l'une des vidéos les plus attendues sur la chaîne de McFly et Carlito. Le précédent opus avait tellement bien marché qu'un grand, voire un très grand nombre de leurs abonnés attendaient avec impatience le 3. Et c'est plus de 3 ans après le second opus que Stand-up de Mer 3 sort. Et en gros, pour le concept, il s'agit simplement d'un essayer de ne pas rire, sauf que là, on ne regarde pas des vidéos, mais des potes qui montent sur une scène pour essayer de nous faire rire, mais aussi et surtout de se faire rire eux-mêmes. Et malheureusement, ce Stand-up de merde a plutôt bien porté son nom parce qu'il s'est fait détruire par la communauté. Et pas détruire genre allez, on passe à autre chose, non, détruire genre grosse remise en question de la part de McFly et Carlito. Et je prends d'ailleurs pas de risque si je vous dis qu'elle a été la goutte d'eau qui a marqué la fin du duo McFly et Carlito tel que nous le connaissions. Cette vidéo a marqué la fin du toujours plus, la fin du feat à foison et du qui rira le plus fort, et en vrai, même McFly l'a dit par la suite, ça a été une bonne chose pour eux. Et oui, parce que bon, la vidéo a été très mal accueillie, c'est un fait, sauf que McFly et Carlito n'ont pas pour habitude de laisser couler en mode pas vu pas pris. Non, vu qu'ils avaient prévu de partager des scènes coupées sur leur chaîne secondaire, ils ont débuté la vidéo en expliquant qu'ils avaient bien vu les retours négatifs, mais qu'ils ne souhaitaient pas réagir à chaud. Et effectivement, ils n'ont pas réagi à chaud, car la première fois qu'ils vont en parler, ce sera quelques semaines plus tard dans l'émission Zen du 18 janvier 2023, soit 2 mois, quasi jour pour jour après la sortie de Stand-up de Merde 3. Et d'ailleurs, on va apprendre dans cette émission que ça a été très compliqué pour tous les deux. On voit bien le positif que ça peut apporter, et on va le prendre en compte et on le fait. Mais quand tu te donnes comme ça pour les vidéos, tu peux pas faire autrement. Et en fait, nous, dans notre vie, on ne fait pas que YouTube. Tu vois, le fait que le soir on rentre, on soit avec nos enfants, notre famille et tout. Quand ça nous atteint dans cette bulle-là, ça fait vraiment mal. Mais là c'était beaucoup, et c'était de l'irrespect, tu vois. Mais également en début 2023, Big Flo, lors de son interview avec Domingo, va expliquer le souci majeur de la vidéo. On est très amis maintenant tous, ok, ouais. Très potes. Encore plus que sur le 1. Prenez votre meilleur pote dans votre tête, imaginez-le débarquer sur une scène avec un mini chapeau. N'importe quel chapeau. Vous rigoleriez. Non mais moi je comprends. Non mais je pense qu'on n'a pas assez respecté la règle, ça c'était vrai dans les retours, j'ai regardé un peu les retours.
Ah, d'essayer de pas rire, quoi. Ouais. Donc non, le surjeu, je vous le dis, hein, Internet, je vous dis la vérité, vous vous doutez bien qu'on se dit pas avant, mais les gars, on y va, vous surjouez bien là aujourd'hui. Non, on est juste un peu surexcité dans le moment, c'est vrai. Et en soi, c'est vrai. On peut se mettre à leur place et se dire qu'on rigolerait pareil pour pas grand chose, hein, parce qu'entre potes, disons-le, on rigole souvent pour rien. Surtout dans un théâtre où tu sais qu'il faut pas rire, juste essayez un jour, vous verrez. Sauf que là, bah justement, ils sont entre potes et ont des private jokes que nous, les viewers, n'avons pas. Mais surtout, bah la règle principale qui est de ne pas rire n'est pas une seconde respectée. Et je sais hein, que dans un essayer de ne pas rire, on rigole beaucoup. Sauf que là, eh bien, c'était beaucoup trop. Surtout que les blagues en soi les font rire, mais pour que la vidéo fonctionne, eh bien, il faut que ce soit des blagues qui puissent aussi faire rire le viewer, ou au moins le faire sourire. Et là, bah, ça n'a pas été le cas pour beaucoup. Ça va tout le monde? Et malheureusement pour eux, leur santé va être touchée et un break va être nécessaire. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo début décembre 2022 suite à la sortie de la vidéo stand-up dans laquelle j'expliquais ceci. Et en fait, aujourd'hui, je suis très content de vous parler de la fin d'une ère pour McFly et Carlito, parce que la vidéo stand-up de merde signe la fin de ce type de contenu qui veut absolument se baser sur le rire, alors que ce que demandent aujourd'hui leurs viewers, ce sont des vidéos divertissantes et agréables. J'espère qu'ils ont compris le problème principal de leurs vidéos et qu'ils accepteront le fait que c'est la fin d'une ère pour eux. La fin de l'overreact pour laisser place à une chaîne qui trouve toujours un concept fou mais qui petit à petit gagne en maturité. Bon, en soi cette vidéo est la plus dislike de ma chaîne et à juste titre, mais il s'avère que j'avais raison parce qu'après un burn-out et une pause de plusieurs mois, McFly et Carlito sont de retour avec une nouvelle direction artistique et de nouveaux projets, des projets de vidéos plus posés. C'est avec ce retour qu'ils vont prendre le temps de nous proposer une nouvelle vidéo dans laquelle ils vont enfin revenir à froid et en détail sur leur vécu concernant Stand Up de Merde 3. On sort cette vidéo et ça se passe à merveille. J'ai l'impression que dans un premier temps, je suis un peu dans le déni, moi, du truc. Je suis là genre, oh, il y a des gens un peu aigris, mais bon. On s'est écrit ça, ouais. J'ai vraiment pleuré, mec. Avec le recul, quand même, je vous rassure, j'ai pas pleuré à cause d'une vidéo. C'est pas ça. Vous connaissez maintenant la période, c'était le cumul de beaucoup de choses. C'est un mélange de plein de trucs. Ah ouais, non mais ça a fait super mal. Mais moi, j'ai fait comme toi. Je me suis foutu chez moi et j'ai pas pu sortir du lit, mec. C'est pareil. Hein. J'étais comme ça. J'étais là, en fait, c'est fini. En fait, tout le monde disait, c'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Que les gens, ils ont eu l'impression de nous perdre là-dessus. Et c'était pour eux important. Et du coup, pour nous aussi, tout ça, on a eu l'impression comme si notre relation était terminée. C'était genre un couple qui casse, tu vois. Mais grâce à ça, l'avantage de tout ça, et c'est ça qui est intéressant dans cette vidéo, si ça peut vous donner un peu d'espoir aussi, effectivement, pour certaines épreuves qui arrivent dans votre vie, c'est de se dire que derrière ça, il y avait en fait déjà en gestation le move d'après, la suite, le fait de se calmer, d'arrêter de prendre du recul et de revenir aujourd'hui dans un état d'esprit qui est libre total, quoi. Ce qu'on peut dire, c'est que ça a été intelligent de leur part d'avoir pris le temps et ensuite de comprendre ce qui n'allait pas, quitte à discréditer ce qu'ils ont produit. D'ailleurs, je pense que le meilleur moyen de conclure cette période et le renouveau qui a suivi, c'est le message que Carlito a reçu de la part de sa cousine, qu'il nous partage dans cette vidéo. Et en fait, j'ai décidé aussi en partie de parler de cette vidéo pour adresser un message à McFly et Carlito s'il regarde cette vidéo. En fait, j'aimerais juste tirer mon chapeau. Voilà. En fait, quand vous avez pris votre pause, je me suis dit perso que c'était passager. Alors, quand je dis passager, je parle de la remise en question sur le contenu, pas du perso. En fait, je me suis juste dit que vous allez peut-être lever le pied, mais durant quelques mois pour repartir sur le toujours plus. Et en fait, non. Vous êtes revenu avec un contenu beaucoup plus léger, ce qui fait que non seulement vous faites plus de vidéos, mais surtout, on ressent le fait que vous êtes épanoui. Et je vais être totalement honnête, j'ai presque pas loupé une vidéo depuis votre retour. Le contenu est drôle, sans en faire trop, les sujets sont très souvent intéressants, mais également, on ressent votre côté décalé dans ces vidéos sans avoir besoin de faire un concept de dingue. Vous avez fait une dégustation d'eau. Voilà. C'est d'eau plate et d'eau gazeuse. Et en fait, je me suis rendu compte perso que ce que j'attendais des youtubeurs, c'était pas faire des concepts toujours de plus en plus fous, parce que quand t'aimes faire un contenu, le viewer le ressent et a forcément envie de le regarder. Écoute bien, ce qui se passe, ça fait une saison et quelques qu'on est revenu en totale liberté. Et les gens sont grave cool, on est en osmose avec les gens en ce moment. Très bien. D'ailleurs, les chiffres me donnent raison, puisque depuis votre retour, eh bien vous faites 10 à 20 millions de vues de plus par mois qu'avant votre pause. Vos vidéos tapent toutes presque les 2 millions de vues à chaque fois, en faisant 2 vidéos par semaine. C'est juste énorme. Alors attention, juste pour la précision, je dis pas qu'à l'époque c'était forcé avec les invités. Par contre, on peut voir que les invités que vous avez aujourd'hui, eh bien vous les choisissez. Que ce soit des stars ou encore des youtubeurs, vous faites des vidéos avec des gens que vous appréciez et ça se ressent. D'ailleurs, c'est grâce à vous que j'ai découvert davantage Elian, qui est un youtubeur que maintenant je regarde tout le temps. Un jour, alors que Sacha, qui est le frère de McFly, est en stage chez vous, vous lui posez juste une question qui est... Sacha, quel est ce projet? C'est la première année que dans notre lycée, on a organisé un bal de fin d'année au lycée. Ce bal d'année, et je vais te le dire, sans détour, est-ce qu'on peut venir? Trop d'hésitation. Merci Sacha. Mais on organise nous un bal de fin d'année? Non. Oh. Tu prends l'expérience
Tu nous fais un débrief, on fait nous. Oh, j'ai envie de faire un bal de fin d'année comme ça. Un bal de fin d'études américain, on le fait là ici? Mec, tu nous as inspiré, je savais qu'il y avait quelque chose au sortir de ça. Et tu seras le parrain du bal. Ah ouais. Et suite à ça, vous vient une idée, juste de recréer un bal rien que pour lui, et quelques mois après, vous réalisez une vidéo où vous lui exaucez ses vœux. Vidéo dans laquelle, j'avoue, j'ai tiré une larme, alors que de base, on parle juste d'une vidéo YouTube. Je sais pas s'il te le dit souvent, mais il t'aime infiniment, tu le sais? Oui, je sais. Tu le sais? Je sais. En fait, je sais que tu sais, toi. Parce que parfois, même entre frères, ou dans un couple, ou dans la famille, on n'ose pas vraiment se dire, tu vois. Mais Moi, ouais. je te le dis pour lui. Oui, bien. Mais toi aussi, je t'aime. T'as entendu? Oh que oui. Mais non seulement c'est du contenu qui est inclusif, mais ce qui le rend authentique, c'est ce côté naturel. Une simple question, vous en faites un concept qui va très loin. Le virage que vous avez décidé de faire était la meilleure chose possible, que ce soit pour vous, mais aussi et surtout pour les créateurs de contenu et les viewers, parce qu'avec ces vidéos, vous montrez que, eh bien, pour faire des vidéos qui plaisent, il suffit juste de les faire avec des personnes qu'on aime. Enfin voilà, mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous a plu. Si vous aimez ce type de vidéo, je vous invite bien entendu à vous abonner à la chaîne, hein, n'hésitez pas. Encore merci à MyHeritage d'avoir sponsorisé cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description pour profiter de 14 jours d'essai. Il est temps pour moi de vous laisser, prenez soin de vous, profitez de la vie, c'était Sir Gibbsy.